Un peuple de marins. Si le monde grec antique s'est formé entre 3200 et 1100 avant Jésus-Christ, c'est à partir de 800 avant Jésus-Christ que les Grecs commencent à conquérir de nouvelles terres et exporter leur civilisation. La Grèce se compose de milliers d'îles, tu te rends compte? C'est bien sûr par la mer, grâce à leurs navires, qu'ils combattent, commercent et fondent de nouvelles colonies dans le bassin méditerranéen. 3 périodes vont se succéder dans leur histoire, jusqu'en 31 avant Jésus-Christ, date à laquelle les Romains s'imposent définitivement. Les cités-États. Les Grecs parlent la même langue, adorent les mêmes dieux et partagent les mêmes coutumes, mais ils n'ont pas un pays unifié. Chaque grande cité est indépendante, a sa propre armée, ses propres systèmes politiques et éducatifs. La cité-État d'Athènes, par exemple, invente une nouvelle façon de gouverner, la démocratie. Tous les citoyens libres, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni esclaves ni étrangers à la cité, se rassemblent pour approuver les nouvelles lois, comme les députés le font aujourd'hui dans notre Assemblée. Ils jugent aussi les délits et décident de la guerre. La guerre. Quand un ennemi commun les attaque, comme les Perses au 5e siècle, les cités-États s'unissent. Il y a plusieurs sortes de combattants. Les riches, ceux qui peuvent s'offrir un cheval, entrent dans la cavalerie. Les autres sont des hoplites, des fantassins qui combattent à pied, protégés par un grand bouclier, un casque, une cuirasse et armés d'une lance. Ils se lancent à l'assaut, regroupés sur plusieurs rangs en formation de phalanges. Les plus pauvres, eux, vont ramer sur les trirèmes, ces galères à 3 rangs de rameurs. Et c'est très très dur. La société. Comme on vient de le voir, la société est très inégalitaire. Les riches, qui possèdent des fermes, ont des employés pour l'agriculture, l'élevage, la fabrication du vin, la cueillette des olives. Ils peuvent aussi participer à la vie politique de leur cité. En ville, les artisans sont nombreux, chacun avec sa spécialité, poterie, outils, armes, bijoux. Puis, il y a les esclaves, prisonniers de guerre, otages des pirates. Certains travaillent dans les mines d'argent et les carrières de pierre, où ils sont maltraités. D'autres, employés comme domestiques dans les maisons, sont bien mieux considérés. À la maison. À 15 ans, une jeune fille doit se marier en suivant tout un cérémonial. Elle prend un bain dans une source sacrée, puis se rend chez son fiancé, tout habillé de blanc. Là, le couple s'agenouille devant l'autel familial et l'époux est couvert de fruits secs et de sucreries. Chacun a son appartement privé dans la maison. La femme dirige les esclaves, s'occupe des enfants et passe beaucoup de temps à tisser des étoffes qui serviront à faire les vêtements. Le chef de famille, lui, participe à la vie politique, reçoit ses amis et se rend aux grandes fêtes religieuses. Les dieux de l'Olympe. L'Olympe est la plus haute montagne de Grèce, et c'est là qu'habitent les dieux. Parmi les plus connus, Zeus, le roi des dieux, Apollon, le dieu du soleil, Aphrodite, la déesse de l'amour. Tous sont proches des humains et agissent comme eux. Ils se mettent en colère, se marient, ont des enfants. Il existe des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Par exemple, les Grecs peuvent consulter une prêtresse dans la ville de Delphes, la Pythie, pour connaître l'avenir. Pour plaire aux dieux, les Grecs construisent des temples, sacrifient des animaux et organisent des fêtes. Les Jeux du Stade. Parmi ces fêtes, il y a les Jeux olympiques, organisés tous les 4 ans dans la ville d'Olympie. C'est de là que viennent nos JO, tu sais, auxquels participent les athlètes du monde entier. À l'époque, ils ont lieu en l'honneur de Zeus. Parmi les épreuves, certaines existent toujours, comme la course, la lutte, la boxe, le saut en longueur, le lancer du javelot et le lancer du disque. D'autres ont disparu, comme les courses de chars ou de chevaux. Le vainqueur reçoit une belle couronne d'olivier sauvage. Aujourd'hui, c'est une médaille d'or. Une civilisation évoluée. On ne fait pas que du sport en Grèce. On étudie aussi beaucoup, même si seuls les enfants des familles riches peuvent aller à l'école. Une fois grands, ils vont devenir de célèbres philosophes, des historiens de renom, des savants et des médecins réputés.
Certains sont toujours d'actualité de nos jours, tel Hippocrate, le père de la médecine. Son texte, un peu remanié, le serment d'Hippocrate, est récité par tous les futurs médecins. Le goût des belles choses. Non seulement les Grecs sont de très bons penseurs, mais ils sont aussi d'excellents architectes et artistes. Leurs temples, hôtels et statues ont traversé les siècles, comme l'Acropole d'Athènes. On peut encore y admirer le célèbre Parthénon, construit entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, dédié à la déesse Athéna et décoré de frises magnifiques. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'origine, le temple, comme tous les autres édifices de la Grèce antique, était coloré. Qu'est-ce que cela devait être beau! La fin du monde grec. Mais voilà qu'à partir de 275 avant Jésus-Christ, une nouvelle puissance, les Romains, émerge dans le bassin méditerranéen et se met à conquérir les territoires grecs les uns après les autres. L'Égypte et sa reine Cléopâtre est le dernier royaume grec à résister. En 31 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Auguste s'en empare. Mais la civilisation grecque demeure, car les Romains, loin d'en détruire les traces, prennent comme modèle sa littérature, son architecture, ses dieux et ses héros mythologiques. Ainsi, le Zeus grec devient le Jupiter romain. Les édifices romains sont construits dans le style grec et des statues sont recopiées.